Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission Interrogeons-nous. Science, mythe et philosophie sont des concepts sur lesquels nous allons discuter aujourd'hui avec le professeur Mouchili. Professeur Mouchili, bonjour. Bonjour et merci pour cette invitation renouvelée. Merci d'être avec nous dans cette émission qui nous permet de comprendre, d'interroger et de nous positionner par rapport aux concepts que nous utilisons chaque jour, que nous utilisons dans le domaine de notre recherche scientifique. Science, mythe et philosophie. Si la science peut être caractérisée par son objectivité, la philosophie par le questionnement, le mythe semble être plutôt de l'ordre de l'imaginaire. Oui, c'est ça exactement. Mais il faudrait savoir que le mythe existe surtout pour stratifier historiquement l'évolution des sociétés dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que à toutes les générations et en toutes circonstances, les hommes se sont toujours posé la question de savoir d'où ils viennent. Et lorsque on n'a pas encore fondé une cosmologie qui se veut réellement scientifique, on est obligé de procéder par l'imaginaire, d'où le mythe. Et on procède par l'imaginaire, pourquoi? Parce qu'il faut bien trouver une raison d'être de son existence. Une raison qui justifie la possibilité d'existence de chaque société. Et il faudrait fonder cette existence sur un principe de nécessité. C'est vrai que le mythe ne peut pas justifier le principe de nécessité, rendant possible une existence, mais au moins, ça explique, ça satisfait au moins la curiosité de ceux qui vivent dans une société où la science n'est pas encore développée. Et vous verrez que dans toutes les sociétés, avant la perception cosmologique scientifique de l'histoire de l'univers ou du monde ou de la vie, on est toujours parti des mythes. On est parti de mythes. Le mythe, comme enseignement pouvant représenter chronologiquement le point de départ et le sens même de l'existence de chaque peuple. Et la philosophie, quand la philosophie arrive, ce questionnement qui part de l'étonnement métaphysique, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et là, on observe un être qui a évolué au plan de l'intellect. Il peut ne pas construire des mythes ou bien à partir de l'imaginaire situer sa provenance, mais il pense qu'il y a un raisonnement qui peut être plus rationnel et qui pourrait justifier la nature de l'existence de toutes choses. Sauf que cette rationalité fondamentale ou bien justificative de la présence de l'homme sur Terre ou d'un peuple sur Terre, si elle est limitée à une philosophie qui est elle-même essentiellement métaphysique, une ontologie qui ne peut nous rendre compte de façon fiable de l'en-soi de l'existence d'une chose, on est toujours insatisfait. C'est rationnel, mais non totalement raisonnable. Oui. Parce qu'il n'existe pas de principe qui pourrait justifier la raisonnabilité de cette rationalité. Qu'est-ce qu'on fait donc? L'avènement de la science va interroger davantage la nature ou l'origine de toutes choses. Et pour reconstruire l'histoire de l'existence du monde, c'est en 1965 aux États-Unis que pour la première fois on a daté le temps qu'a déjà mis l'univers. Vous voyez qu'au fur et à mesure que la condition humaine au niveau de l'organisation structurelle de la science change, la connaissance plus pointue, plus crédible, plus prédictible dans le temps et dans l'espace va prendre la place du mythe et le mythe progressivement va disparaître. Il en est de même d'une philosophie strictement métaphysique qui voudrait fonder sur une subjectivité non factuellement justifiable l'origine de toutes choses. Voyez-vous, la science, à son tour, quand la science arrive, elle va rendre désuète toutes les autres approches cosmologiques tendant à expliquer l'origine ou l'histoire du monde.
La philosophie, qui au moins est un travail de réflexion critique, va, pour ne pas entrer dans les musées, s'intéresser à ce que la science pense. Et en s'y intéressant, elle va constater que ce que la science dit du réel n'est pas faux et par conséquent, elle doit se positionner par rapport à la question du sens de l'existence en s'appuyant sur ce que la science dit déjà. Et les mythes pourront progressivement vraiment disparaître, mais la philosophie survivra parce que, étant un travail de recherche rationnelle, réflexion critique, étant aussi dans son fondement, réflexion permanente sur la condition humaine, elle trouve les moyens de sa pérennité. Les mythes ont désormais une vocation de musée. La philosophie et la science continuent à constituer le moteur de la dynamique et de l'histoire de chaque peuple. Prof, est-ce que les mythes peuvent disparaître totalement? Est-ce que l'avant d'une découverte n'est pas souvent mythique? Oui, les mythes... Et que chaque fois si on évacue le mythe, peut-être de la construction, de l'origine d'un peuple, de la construction du monde, il y a quand même le mythe de la caverne. Il y a le mythe. Est-ce que les mythes ne sont pas représentatifs des débuts des théories de connaissance? Oui, dans la plupart du temps, on retrouve la très forte présence du mythe en l'absence d'une science avérée. Vous allez voir que c'est surtout dans la Grèce antique, c'est surtout dans l'Égypte antique que les mythes prévalent le plus. Mais dans une construction qui s'appuie déjà sur la science pour qu'on comprenne le sens et l'essence du monde, on ne fait plus beaucoup appui. On ne prend plus l'appui sur les mythes pour penser. Parce que le mythe ici devient comme une sorte de préjugé, comme une sorte d'idée préconçue, mais qui va vite voler en éclats lorsque la méthode scientifique entre en jeu pour démontrer ce qu'on veut comprendre. Prof, est-ce qu'il est obligatoire au départ? Est-ce que ce n'est pas un postulat naïf, appelons ça, mettons naïf entre guillemets, que les humains posent pour tenter de comprendre quelque chose? Et dans ce cas-là, il est bien provisoire. Dans la plupart des cas, on pourrait dire que c'est des postulats, mais des postulats pré-scientifiques. Ne disons pas naïfs, oui. Pré-scientifiques. Oui. Dans un monde pré-scientifique, ça se justifie. Ça se justifie parce que l'homme est par nature un être curieux. Si vous lisez un livre écrit par Alexis Carrel, intitulé L'homme c'est inconnu, vous verrez que Alexis Carrel explique dans cet ouvrage que c'est cette faculté qui détermine l'homme à être un être curieux, c'est ça qui va l'inviter à construire des structures logiques pouvant expliquer le sens des choses. Bon, maintenant, lorsqu'on n'a que sa subjectivité pour penser et mesurer ce qu'on dit, il est bien évidemment clair qu'on pourrait s'enfermer dans les mythes. Mais maintenant, quand on a aussi la possibilité de raisonner autrement, qu'en utilisant la voie des mythes, on a une autre façon d'aborder les questions de connaissance, parce qu'on va s'interroger même sur la crédibilité de ce qu'on dit en matière de connaissance. Or, dans le mythe, c'est des formules auxquelles on n'oppose pas nécessairement une activité critique, une réflexion critique. Or, dans les constructions philosophiques, il y a ouverture à la critique, à la remise en question. Parce qu'il y a toujours de possibles crises qui viendraient défaire le principe du déjà là, ou bien du déjà construit en science ou en philosophie. Vous voyez que la philosophie est aussi dynamique que la science, parce que la philosophie emprunte à la science la méthode logique qui devient le véhicule de son discours, du discours philosophique. Ça veut dire,
que la dialectique qui existe au sein de la philosophie existe aussi en science, sauf que la philosophie étant sui generis, elle utilise un principe de rationalité qui déborde le cadre de la science. Ça veut dire que il existe des questions philosophiques qui ne peuvent pas se poser en science. La question de la démocratie, par exemple, de la paix, voyez-vous, du vivre ensemble, ce sont des questions philosophiques très rationnelles, mais non scientifiques. Voyez-vous, parce que on ne peut pas justifier scientifiquement pourquoi nous choisissons d'être en démocratie au lieu d'être en dictature. Mais c'est des questions rationnelles, philosophiques, auxquelles la philosophie donne des tentatives de réponse qui peuvent être remises en question parce que tout ce qui relève de la culture peut changer avec le temps. Mais au moins, on comprend objectivement, à partir du discours philosophique, à quoi renvoie la paix, à quoi renvoie la liberté, à quoi renvoie le vivre ensemble, ou les systèmes politiques qu'on peut choisir à l'intérieur des États. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que la science est essentiellement positiviste. Non, la science ouvre la porte à l'imagination. Et vous verrez que tout ce qu'on étudie en science ne relève pas toujours de ce qui est posé, de ce qui est visible seulement à partir des sens. Oui, oui. La science aujourd'hui travaille beaucoup sur le virtuel. La science travaille sur l'imagination. La science découvre des objets qu'elle mesure, quantifie, codifie, mais qui ne seront jamais visibles. Personne ne verra jamais un électron. Mais quand nous tournons cette émission, nous comprenons à quoi renvoie l'électron. Voyez-vous? Parce que si on ne connaît pas l'électron, cette émission n'est pas possible, la télévision n'est pas possible. Prof, sauf qu'on peut penser bien que l'imagination est personnelle, individuelle, et que le mythe est collectif. Les mythes, ce sont des savoirs collectifs et coercitifs. Parce que l'entreprise scientifique est élitiste. Oui. On ne pense pas en commun. On pense individuellement. Mais le résultat d'une pensée individuelle peut devenir à usage collectif. Oui. C'est ça la différence. Parce que l'exploitation d'une idée scientifique, étant donné qu'aujourd'hui la science n'est science que parce qu'au nom de sa méthode, elle n'est pas seulement théorique, mais davantage expérimentale et technique. Et le côté technique de la science est ce qui rend visible pour tout le monde l'activité scientifique. Voyez-vous, on ne pense plus comme à l'époque classique où on faisait la science juste pour rendre compte de l'organisation, de la structure, du fonctionnement du monde. Aujourd'hui, on pense scientifiquement pour être capable même de recréer le monde, d'innover dans le monde et de transformer ce monde. Parce que la science est innovation, création et transformation désormais. Et c'est pour cette raison qu'on dit qu'elle n'est jamais socialement neutre. Parce que quel que soit le bout par lequel on prend la science, à partir du moment où elle est technique, elle a toujours dans ses productions une incidence sur la condition humaine. Oui. Et vous voyez donc que la science qui donne des réponses aux préoccupations humaines, la philosophie qui est réflexion permanente sur la condition humaine, les deux disciplines se retrouvent désormais comme en compétition. Parce que, ayant l'impression que la science résout immédiatement nos problèmes, on pense par ailleurs, c'est même un paradoxe que de penser que parce que la science résout des problèmes, la philosophie devient désuète. Oui. Or, la philosophie en résolvant nos problèmes, la science en résolvant nos problèmes ne nous dit pas quelle est la direction qu'il faut donner au sens de la vie, à la signification qu'on veut avoir de la vie. Le projet existentialiste de Jean-Paul Sartre, par exemple, se manifeste en science par rapport au fait que l'homme comprend qu'il est totalement déconnecté de toute transcendance verticale qui pourrait avoir cette tendance à l'aliéner. Même s'il faut penser à une connexion à la transcendance verticale, il faudrait encore savoir que toute la responsabilité de notre existence repose sur nos épaules. Et pour cela, pour s'affirmer comme des existants engagés, il faut donc fonder l'espoir de notre existence sur notre intelligence. D'où
et le contenu que nous donnons à l'éducation et aux différentes formations que chacun devrait subir dans le processus de sa maturation en vue de l'insertion dans la société. Parce que l'homme est un être individuel, c'est vrai, mais il est un être collectif parce qu'il vit, mais doit faire vivre. Parce que c'est dans la société, dans cette interaction entre moi et autrui, qu'on envisage la vraie lecture de la sociabilité de l'homme, ou bien de l'humain en l'homme. Voyez-vous? Donc, il n'y aura pas d'humanité en dehors de la société. Et comme il n'y a pas d'humanité en dehors de la société, on doit donc comprendre que la réflexion philosophique doit inculquer en l'homme, même aux savants, la nécessité de travailler toujours pour cette humanité. C'est vrai qu'il n'y a pas de science au degré de risque zéro. Quel que soit le bout par lequel on prend la science, il y a toujours un impact environnemental qui pourrait être peut-être un facteur handicapant pour le bon déroulement ou alors pour le déroulement sans risque de l'existence. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, et c'est ça qui fait que l'éthique ou l'enseignement de l'éthique vaut tout son pesant d'or. Parce que c'est à partir du moment où les risques se créent que l'éthique a un sens. Bon, maintenant, il faut donc sélectionner parmi les éthiques celles qu'il faut développer. Est-ce qu'il faut développer une heuristique de la peur? Est-ce qu'il faut développer une façon de se comporter dans un monde techno-scientifiquement déterminé? Il faut donc choisir parmi les éthiques. Est-ce qu'il faut penser nécessairement et très rapidement à des lignes rouges, à ne pas franchir? Est-ce qu'il faut cesser de savoir que la science fait des sauts dans l'inconnu? Est-ce que, parce que l'homme se met en danger en cherchant, il doit arrêter de chercher? Si la vie est un risque, le risque, la prise de risque devient le sens même de l'humain en l'homme. Et d'où la signification même de la philosophie humaniste qui a cours depuis la Renaissance italienne au XVIe siècle. Parce que si on va jusqu'à intégrer le pragmatisme américain pour lequel l'homme est un être pour qui dans son être, il est question de son être, ça veut dire nécessairement que l'homme doit prendre des risques sans se soucier du danger qu'il court en prenant ces risques. Parce qu'il est question plutôt de dévoiler à l'homme la réalité du réel. Mais comme ce réel ne veut pas se livrer à nous tel qu'il existe dans son état initial, on peut donc remettre en question la théorie ontologique classique qui voulait qu'on pense qu'il est possible de connaître l'en soi des choses. Or, il n'en est pas question. Parce que c'est notre subjectivité qui voit, c'est notre subjectivité qui invente les conditions de la pratique de l'objectivité dans la démarche scientifique. Donc, la chose connue ne sera telle que parce que, en fonction de la position du chercheur et des instruments de mesure qu'il utilise, par rapport au temps et aux circonstances qui encadrent cette entreprise de recherche, on ne connaîtra des choses que de façon partielle. Mais jamais définitivement à un niveau. Chaque fois, en fonction du renouvellement des instruments, on verra que cette connaissance s'améliore. Et c'est à ce niveau que Bachelard dira que la méthode scientifique ne peut pas être unique. Tout discours sur la méthode est un discours de circonstances. Par conséquent, dans le projet de réalisation de la connaissance scientifique, il faut penser cela en termes de vérité approchée. Ça, c'est Bachelard qui le dit. Ou en termes de vérisimilitude, comme le dit Popper. Prof, en regardant la configuration du monde, quand on regarde les nations qu'on peut considérer comme scientifiquement développées, on se rend bien compte que celles-là ont questionné leur mythe. Et on peut également remarquer que de l'autre côté, les nations qui apparemment n'ont pas beaucoup avancé, c'est les nations qui continuent de préserver leur mythe. Ça veut donc dire que vous devez à partir de là savoir à quel stade de l'histoire se trouve chaque peuple. Oui. Tous les peuples connaissent un stade essentiellement mythique dans l'explication des données naturelles et dans l'explication même du sens de la vie.
Oui, oui. Mais maintenant, le passage du stade mythique au stade rationnel, on n'a qu'à voir ce que nous dit Auguste Comte par rapport aux différentes étapes de l'histoire. Selon qu'on ne connaît pas encore la science, ou on est entré en métaphysique, ou finalement on connaît la science. C'est-à-dire, en fonction de la période pré-scientifique et à la période déterminée objectivement par la science, les peuples vont se comporter d'une certaine manière. Ils vont, dans la première période, on réalise qu'ils sont comme des marionnettes. Ils ne sont pas acteurs de leur existence. Ils sont déterminés. Ils sont comme spectateurs de leur existence, impuissants devant les événements qui ont lieu au cours de l'histoire. Mais maintenant, la définition basique de l'histoire, connaissance du passé basée sur les écrits depuis l'invention de l'écriture à nos jours. Oui. Ça veut dire que avant l'écriture, on est dans la préhistoire. Parce que c'est l'écriture qui peut être la seule façon... Le commencement de l'histoire. Oui, oui. La seule façon même de conserver, d'avoir une mémoire. Oui. Parce que la tradition orale, ça n'a pas un grand impact. Ça ne peut pas nous permettre de décrire totalement notre histoire. Voyez-vous? Bon, ça signifie donc qu'il faut situer l'histoire à partir des empreintes, des marques que nous avons sur celle-ci. C'est-à-dire, vous avez une mémoire qu'on peut vérifier, vous avez une tradition ou alors une culture qui a évolué et on peut vérifier à partir des écrits. Mais si c'est à partir de l'oralité, au moment où nous sommes, on aura perdu beaucoup de choses sur les siècles passés parce que la tradition orale ne peut pas servir de grande mémoire pour la conservation de l'histoire d'un peuple. Prof, le mythe nous enlève-t-il notre responsabilité? Le mythe ne nous enlève pas notre responsabilité. Le mythe dit seulement, lorsqu'elle veut décrire le sens du monde et le sens de la vie, à ce niveau, ça dit seulement que nous ne sommes pas encore sortis de la période pré-scientifique. Voyez-vous? Mais quand on entre en science, le mythe est questionné et on va savoir comment élaborer la véritable cosmologie et la véritable histoire de l'existence. Est-ce qu'on peut dire que le mythe a une valeur pédagogique? Le mythe a une valeur pédagogique parce que nous voulons avoir un rapport intelligibilisé avec le monde. Il faut bien qu'il y ait un principe de description théorique de cette intelligibilisation du monde. Par conséquent, si on n'a pas la science, on fait recours au mythe. C'est ça. Donc, le mythe ne peut pas être effacé d'un revers de la main comme s'il s'agissait d'un principe essentiellement rétrograde. Même si elle nous renvoie à un passé pré-scientifique, cela ne signifie pas que le mythe ne peut pas contribuer à l'élaboration ou à l'invention des données de la science. Du coup, on peut avoir deux classes de mythes, c'est-à-dire qu'on a des mythes des origines, mais on peut aussi avoir des mythes qui projettent vers l'avenir. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on peut construire des mythes de sorte que des générations s'en servent pour se projeter toujours et toujours. Et du coup, on peut imaginer des mythes comme des leçons d'existence. Oui, à ce moment, les mythes deviennent comme des idéaux. Vous savez, quand vous projetez par rapport à un idéal, vous essayez de théoriser le vécu de cet idéal si jamais il est atteint. Mais c'est à ce niveau qu'on peut aussi dire que le mythe a cette fonction pédagogique, puisque, vous savez, on ne commence pas toujours par connaître. On commence toujours par se faire des idées, par inventer des images peut-être diffuses ou alors confuses, mais pas très claires de ce qu'on veut atteindre comme objectif. Donc, l'instinct mythologique, l'instinct du mythe ne nous quitte pas nécessairement. Comme on a pu le dire à d'autres émissions, vous savez, quand l'homme développe l'instinct de survie, il ne le développe pas de la même manière que l'animal, qui sait qu'il doit manger, il doit cueillir, il doit ramasser. Non. L'homme veut faire des prévisions. Et son instinct de survie, qui peut s'articuler au principe de la raison, va lui permettre de créer l'agriculture. Et l'agriculture va lui permettre de se sédentariser. Et en se sédentarisant,
il peut créer un pays, il peut créer des villes. Bon, ouais, il crée la société. Non plus nomade, mais sédentaire. Voyez-vous? Et désormais, en fonction de l'étude qu'on fait de chaque sol et dans chaque nation, on peut avoir un type d'agriculture précis. Vous voyez donc, il ne s'agit pas de balayer le mythe des revers de la main. Il ne s'agit pas non plus, de toutes les façons, à partir du moment où l'homme était un être curieux par nature, le mythe devient indispensable dans la construction du sens du monde, à partir du moment où ce n'est pas seulement la science qui va booster la curiosité, mais la science vient aussi pour chercher à satisfaire cette curiosité qui est déjà un principe déterminant de la nature humaine à l'origine. Oui, oui. Du coup, on peut discuter de la valeur épistémologique du mythe. Oui, on peut discuter. Oui, oui, oui. Donc, le mythe a une véritable valeur épistémologique parce qu'il y a une fonction pédagogique dans le processus éducatif qui est lié au mythe. Oui, oui. Il faut reconnaître en le mythe une fonction pédagogique à ce niveau-là. Ok. Ça signifie quoi? Que la philosophie doit récupérer le mythe comme un élément à étudier, de manière à, dans son effort de questionnement, à en transformer pour que la société en bénéficie. C'est aussi ça le rôle du philosophe, questionner les mythes. Oui, oui. Bon, la philosophie pour questionner... Oui, oui. La philosophie doit doit questionner le mythe parce que il est question pour la philosophie de savoir jusqu'à quel niveau le mythe peut-il participer de la méthodologie, de la méthode de connaissance en philosophie. Voyez-vous? Oui. Bon, pas que le mythe doit devenir l'objectif d'une philosophie, non. En effet. Non. Le mythe ici est comme un objet d'étude désormais. Parce que l'ouverture philosophique à la critique permanente, voyez-vous, soumet le mythe à ce tribunal de la raison, qui voudrait évaluer quelle est la pertinence de ce qui se dit dans le mythe par rapport à un peuple. Voyez-vous? Donc, le mythe est important, mais le mythe ne peut que nous aider à entreprendre une démarche vers une connaissance plus avérée. Donc du coup, si le mythe transmet une sagesse, est-ce qu'on peut voir une sagesse dans le mythe qui propulse le peuple qui y croit en disant que, en espérant que le mythe est de l'ordre de la croyance plutôt que de la pensée. Le mythe transmettant la sagesse est certainement, peut être le moteur d'une projection de soi. Disons que j'ai lu un livre de Luc Ferry intitulé La sagesse des mythes. Et dans ce livre, vous savez, Luc Ferry était un philosophe essentiellement existentialiste. Et dans ce livre, il utilise les mythes pour, surtout, dans le sens de savoir comment le salut est possible sans Dieu. C'est-à-dire, comment trouver le salut sans Dieu. Ça veut dire, quels sont les mythes utiles à notre intelligence et qu'on peut considérer comme sagesse, pouvant nous permettre de faire de notre existence un engagement dans l'histoire. Oui. Oui, oui. Qui peut être personnel. Qui peut être personnel. Qui peut déclencher notre responsabilité. Oui, qui peut déclencher notre responsabilité. Mais quand on parle de personnel et de responsabilité, il y a toujours autrui. Absolument. Oui. Bon, maintenant, la responsabilité n'est pas qu'individuelle. La responsabilité peut nécessairement être collective. Je vous ai dit tout à l'heure, dans le journal chrétien de 2002, c'est Monseigneur Jean Baga qui dit « L'homme est un être individuel et un être collectif. Il est un être individuel parce qu'il vit. Il est un être collectif parce qu'il fait vivre. Et dans cet ouvrage, il est question de dire que lorsqu'on vit déjà en société, le sens de la responsabilité est tel que il n'y aura pas d'acte totalement isolé. Ce que vous aurez posé comme acte
aura à la fois une incidence sur vous et sur l'autre. Voyez-vous? Ça, c'est l'idée que veut véhiculer mon soeur Jean Baga dans le journal chrétien en 2002 où il est intervenu. Bon, dans un article. Voilà. Bon, quand donc on a compris cela, il y a quand le mythe de la caverne n'est pas là pour expliquer nécessairement l'origine du monde, mais c'est pour montrer comment il est élitiste et difficile de parvenir à la connaissance et comment on peut facilement s'abandonner à l'ignorance en croyant que la connaissance coûte cher alors que c'est l'ignorance qui coûte le plus cher. Et dans cette vocation à faire de la philosophie une méthode, à faire de la philosophie un apprentissage qui s'exerce dans une méthode essentiellement dialectique, Platon est en train de montrer à l'humanité que la marche vers l'épanouissement consiste à sortir de l'obscurantisme qu'est l'ignorance pour entrer dans la logique de la lumière qu'est la connaissance. Voyez-vous, voilà un mythe bien conçu, mais qui nous invite à comprendre la dynamique dialectique de la réflexion philosophique. Voyez-vous, et la dynamique de la dialectique de la réflexion philosophique peut aussi représenter la dynamique dialectique de l'histoire de l'humanité qui sort d'une période pré-scientifique, donc obscurantiste, vers une période où la science devient le moteur de la civilisation. Voyez-vous, on fonde sur la science la logique du développement et ce développement doit tenir compte du sens que la philosophie veut donner à l'existence. Pas une philosophie qui pleurniche sur les possibles incidents que pourrait créer le développement de la science, mais qui davantage ouvre les yeux sur la nécessité de comprendre comment est le monde, même si en le faisant, on prend des grands risques. On ne peut rien faire sans prendre des risques. Autant en prendre pour que l'humanité à venir, au moins, profite de ce qu'on aura établi. Que cette humanité de l'avenir se serve de ce qu'on aura établi comme connaissance du monde et sur le monde pour se projeter par rapport à son propre avenir. Parce que chaque génération, ayant la liberté de créer le sens de son existence et de son avenir, ne pourrait pas faire fi de ce qui a eu lieu dans le passé, qui peut servir de points de base de réflexion pour penser l'avenir d'une autre génération. Tout ce qu'on a dit auparavant n'est pas totalement tombé en désuétude. Il y a des possibilités de trouver dans la philosophie du passé des recettes, des préceptes ou des principes pouvant servir à l'humanité actuelle. Voyez-vous? Donc, l'histoire s'enchaîne. Oui, il y a des interruptions, mais il y a aussi des axes où on peut observer une sorte de linéarité. Voyez-vous? Bon, maintenant, s'il y a des axes pouvant nous permettre d'observer une sorte de linéarité de l'histoire, alors on ne peut pas vivre comme si on n'avait pas d'histoire. Voyez-vous? Donc, maintenant, on sort du mythe parce qu'on veut des constructions théoriques pensées, définies, démontrées démontrées et en fonction d'un objectif utile à l'existence. Voyez-vous? Donc on ne veut plus seulement développer le sens émotionnel de la croyance en une logique théorique qui s'impose comme une vérité qui n'a pas besoin d'être démontrée pour être vraie. Prof, est-ce qu'il n'y a pas toujours une dimension mythique en nous? Est-ce qu'on peut évacuer le mythe, la dimension mythique qui est en nous? Est-ce que ce n'est pas cette dimension-là qui nous motive,
qui nous conduit, qui nous guide, qui nous permet de relever des défis, qui nous permet même parfois de prendre plus de responsabilités, en tenant bien compte que dans la perception d'un mythe qui peut être collectif, nous pouvons tirer, chacun à son niveau tire ce qu'il retient du mythe et trouve par là un élan de projection de soi. L'éducation n'est pas aisée parce que il est difficile de se débarrasser de ces mythes. Parce que parfois, et dans la plupart des cas, ces mythes nous hantent et nous déterminent. Je vais prendre un exemple. Nous, jusqu'aujourd'hui, nous vivons comme si la vie de tous les jours, la vie au quotidien, ressemble étrangement à un film calqué sur la perception classique de la science. Voyez-vous? Nous continuons à dire qu'on peut considérer à ce moment comme un mythe que nous avons, oui, comme quelque chose que nous avons intégré comme un mythe. Oui. Nous continuons à dire qu'on aime de tout son cœur, non? Le cœur n'a jamais aimé. Mais on peut aimer de toute sa tête parce que c'est la tête qui aime, effectivement. Plus c'est la tête qui a le cerveau, qui va provoquer la sécrétion de la dopamine, qui devient cette hormone d'attachement à une autre personne. Et cette hormone, selon que il peut inhiber votre cerveau ou ne pas l'inhiber à fond, vous serez libre de vous détacher ou absolument contraint de suivre l'être aimé sans avoir à réfléchir. Voyez-vous? Donc, est-ce qu'on est prêt à dire aujourd'hui à une femme, je t'aime de toute ma tête? Moi, je ne pense pas. Oh, c'est ça qu'il faut dire. Voyez-vous? Parce que nous sommes partis sur la base aristotélicienne selon laquelle le cerveau n'était qu'un régulateur thermique de l'organisme humain. Et même s'il fallait situer une âme, une instance qui réfléchit, chez Aristote, il fallait le situer dans le cœur. Alors, on aime de tout son cœur. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Nous voulons vivre comme si on avait des traditions qui ne se modifient pas. Alors qu'aucune tradition ne peut avoir toutes les solutions à tous les problèmes auxquels on peut être confronté. Puisque les mouvements de repli identitaire, la sollicitation par de certaines classes politiques dans certains pays des fédéralismes communautaires nous amène à comprendre que le repli identitaire est encore très fort. Or, ces mêmes hommes ont créé la perspective qui pourrait permettre à l'homme d'échapper à cette sorte d'enfermement sur soi-même. Déjà, quand vous êtes dans un état multi-ethnique, il y a le patriotisme qui transcende toutes les considérations communautaristes, parce que nous vivons dans un état pour être des citoyens et non pour être membres de notre tribu. Et la citoyenneté transcende l'appartenance tribale. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la citoyenneté quand on détermine sa vie à partir du repli identitaire? Et tout ça, c'est notre imaginaire qui nous y conduit. Bon, c'est une forme de représentation. C'est une forme de représentation qui n'est pas toujours, qui ne vient pas nécessairement de l'imaginaire, mais qui peut être née des frustrations que l'on subit lorsque le type de contrat social est tel que on se dit, nous ne sommes pas égaux devant les institutions. Prof, est-ce que les frustrations devenues collectives peuvent se transformer en une forme de représentation qu'on pourrait appeler mythique? Non, là, ce n'est plus mythique parce que les frustrations, quand elles deviennent des représentations collectives vis-à-vis des institutions, créent quelquefois la révolution ou la révolte. Voyez-vous? Donc ça veut dire, dans le type de contrat social qu'on se donne, on doit être le plus mesuré possible dans ce qu'on appelle la justice sociale, la répartition équitable des opportunités qu'offre le même État à tous ses membres. Bon, sauf que si une communauté postule, part du fait que, pose un postulat, qu'elle
est, ou bien une catégorie sociale postule qu'elle est au-dessus d'autres catégories sociales, on reste encore dans la dimension de l'imaginaire. Et je voulais appeler un peu, je voulais dire un peu mythique. Et du coup, Oui. cette dimension mythique-là peut motiver à ce qu'on pense réellement, c'est-à-dire qu'on construise un raisonnement réel selon lequel l'autre est inférieur. On peut le voir dans la représentation qu'on a entre certaines races, ce qu'on peut appeler, on appelle généralement le racisme. Est-ce que cette construction-là ne change pas notre regard sur l'autre? Non, c'est à ce niveau que les institutions ont la prérogative d'agir de façon à niveler les ambitions par rapport au principe de justice sociale qui est établi et qui devrait être la même. Les mêmes principes devraient servir tout le monde au même pied d'égalité, de façon à ce que on ne développe pas ce mythe qui voudrait qu'on croit qu'on est supérieur à un autre groupe populaire ou groupe ethnique. Voyez-vous, c'est à ce niveau. La fonction d'équilibrage propre à l'État, c'est-à-dire l'institution qui s'impose à partir des lois et la force qu'on donne à ces lois doit dissuader toute tentative d'opposition entre les différents groupes sociaux à l'intérieur du même État. Là, le travail qui doit être fait par les institutions nées du contrat social accepté par tous doit être le plus objectif et le plus efficace possible pour que cette tendance qui est naturelle et humaine ne dépasse pas la raison. C'est-à-dire, il faut cultiver un État dans lequel la raison de la loi est au-dessus de toutes les passions particularistes. Prof, nous sommes revenus un peu, on a ramené notre réflexion sur le mythe à la question du vivre ensemble. Quand vous prenez des pays où il y a des communautés particulières qui peuvent elles-mêmes régir ou bien soutenues par des mythes particuliers, comment est-ce que ces représentations s'affrontent dans l'espace public, dans un espace public commun, pour donner quelque chose qu'on peut appeler le vivre ensemble? Est-ce que les imaginaires des uns et des autres qui veulent s'appuyer sur ces représentations mythiques-là ne viennent pas être un problème dans l'espace public? Et ma question est celle de savoir, est-ce qu'il n'y a pas des mythes qu'on peut combattre, dont on doit se méfier? Il y en a toujours. C'est que l'éducation à la citoyenneté consiste en l'apprentissage de l'acceptation des différences. Et à ce niveau, ce ne sont pas les groupes ethniques qui élaborent le type d'homme que pourrait rechercher un État, mais les institutions dans leur vision suprémaciste par rapport au groupe ethnique doivent inventer le type d'homme. Prenons l'exemple de notre pays. C'est le même bac pour tout le monde, Oui. quelle que soit la tribu. Pourquoi ça se fait comme ça? C'est parce que l'État veut voir en chacun l'expression de la citoyenneté et du patriotisme, et non l'expression du repli identitaire et du repli identitaire et du retour sur soi-même. Voyez-vous, c'est à ce niveau que le Camerounais est citoyen et non Bamoun ou Bassa ou Fulbe. Non, le Camerounais est le citoyen qui a, par rapport aux institutions actuelles, la possibilité de communiquer avec l'autre Camerounais parce qu'il parle anglais, français ou anglais ou français. Voyez-vous? Donc, ça signifie que nous nous plaçons comme Camerounais au-dessus de nos particularités subjectives, de nos considérations partisanes, de notre appartenance
religieuse ou ethnique. Voyez-vous. Mais maintenant, ce qui fait la caractéristique de cette citoyenneté, c'est la qualité de l'éducation, le contenu même de cette éducation, la qualité de la formation à l'intérieur de l'État par rapport à l'accès aux institutions publiques. Ça signifie que quand on entre dans l'État, dans l'espace public, nos considérations partisanes disparaissent au profit de l'ouverture à l'autre, de la sensibilité que nous allons développer pour notre État et par rapport à l'avenir que cet État pense pour nous. Parce que nous tous, nous pensons un même avenir. Chez Rousseau, pourquoi l'État devient nécessaire? Le vivre ensemble devient nécessaire. C'est parce qu'à seul, on ne peut pas répondre aux cataclysmes naturels. Par exemple, est-ce que en se repliant sur soi, on aura les moyens nécessaires pour répondre à tous nos besoins? On fédère les énergies, on fédère les forces, on réussit à construire un État qui à la longue deviendra une nation, parce qu'on va construire la même histoire, on va faire disparaître les histoires individuelles au profit de la même histoire qui fera de nous une nation. Voyez-vous? Donc, il est nécessaire que l'éducation consiste à se dépasser dans ses particularités et à intégrer les préceptes du vivre ensemble, parce qu'il faudra comprendre que la vie ne se fait que dans la célébration de l'altérité. Voyez-vous? Donc il ne faut pas penser que nos mythes, nos façons d'être en fonction de notre but, c'est ça qui doit être vendu dans l'espace national. Parce que il ne s'agit pas de dire qu'il faudra oublier l'histoire des différentes communautés. Non. Mais il faut connaître cela et pour montrer que malgré cette histoire forte, malgré ces idéologies qui ont construit le ciment d'une unité ferme entre les membres d'une même communauté, on est encore des hommes capables de s'ouvrir à d'autres perspectives, à autrui. Et par conséquent, l'État est possible parce que toute l'humanité poursuivant les mêmes objectifs d'épanouissement, on peut s'entendre sur l'essentiel de ce qui fait le dénominateur commun entre tous les hommes, c'est-à-dire une vie épanouie. Et la dernière question, ce serait justement de vous demander si ces communautés particulières ne pourraient pas s'appuyer sur les mythes particuliers pour qu'il y ait peut-être une représentation totale et générale d'un pays construit sur un mythe commun. Bon, disons qu'un État ne peut pas se construire sur la base de l'amoncellement des mythes de chaque peuple ou tribu qu'on amène sur la place publique. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est la raison qui fonde les principes du vivre ensemble, il y a un principe d'objectivité qui nous amène à abandonner nos mythes chez nous et à vouloir poursuivre des idéaux qui pourraient mettre en commun des plus grands ensembles. Voyez-vous? Okay. C'est dans un plus grand ensemble qu'on est plus fort et qu'on peut s'affirmer. Vous ne pouvez pas faire la course contre vous-même. Vous ne saurez pas si vous êtes fort. Vous êtes fort. Mais pour être capable d'évaluer vos capacités, il faut être confronté à autrui. Oui. Et en ce moment, la logique de confrontation est dans la discussion, c'est-à-dire dans cette poursuite idéale que nous avons en commun pour une logique d'émancipation d'un peuple. Oui. Merci infiniment, professeur Mouchili, d'être venu échanger avec nous sur la thématique science, mythe et philosophie. Nous avons fini en nous interrogeant un peu sur la tribalité. Nous annonçons à nos téléspectateurs que nous allons organiser une grande question sur la tribalité. Et nous aurions bien souhaité être avec vous sur le plateau de 4. Merci d'avoir échangé avec nous ce matin et à très bientôt sur Africa TV. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci, professeur Mouchili.